procès de 30 djihadistes présumés devant un tribunal de Dakar au Sénégal. Le jugement a encore été renvoyé mercredi au 9 avril à la demande du parquet. Au Bénin, un tribunal a condamné mardi dernier à des peines allant jusqu'à 4 ans de prison ferme certains acteurs du secteur de la pharmacie. Quelques jours après cette condamnation, des citoyens ont réagi. En Centrafrique, les autorités ont procédé à l'inauguration d'un important pont à Bangui. L'infrastructure relie les centres commerciaux, plusieurs quartiers populaires et les zones périphériques. C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par la République démocratique du Congo avec le lancement du mouvement de Moïse Katumbi en Afrique du Sud qui continue donc de faire réagir dans le pays. Le parti d'opposition historique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, a annoncé qu'il ne soutiendra pas la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle congolaise à venir. Reportage. L'opposant congolais en exil Moïse Katumbi a lancé son mouvement Ensemble pour le changement le 12 mars en Afrique du Sud. Pour le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et président par intérim Jean-Marc Kaboun, le parti d'opposition historique congolais aura son propre candidat à la présidentielle. L'UDPS dit n'avoir rien contre l'idée d'un candidat unique pour l'opposition, mais pour Jean-Marc Kaboun, il devra forcément être issu de ses rangs. Nous ne craignons pas, affirme le président par intérim du parti. Mais cela étant, nous ne refusons pas aussi l'idée d'une concertation pour une candidature unique. Pour nous, à l'UDPS, nous estimons, avec tout ce que nous drainons comme popularité, étant un parti politique ancré même dans le peuple, de pouvoir présenter ce candidat unique de l'opposition. Donc, nous ne craignons rien. Nous pensons encore qu'il y a du temps, que ceux qui présentent leurs ambitions aujourd'hui, ils le feront. C'est une tactique politique, poursuit-il. Quand quelqu'un annonce sa candidature, il peut y renoncer aussi demain. Donc, c'est une tactique politique. Nous n'interdisons rien à personne. Mais quant à l'UDPS, nous sommes droits dans nos bottes. Nous pensons que devant un processus électoral transparent, nous ne pouvons pas trembler. L'UDPS annonce par ailleurs tenir son congrès les 30 et 31 mars prochains pour désigner, entre autres, le nouveau président du parti et le candidat de l'UDPS à la présidentielle. Au Zimbabwe, cette fois, les hôpitaux publics sont paralysés par une grève des médecins, un mouvement qui dure depuis 2 semaines avec un arrêt de travail des jeunes diplômés. Ces derniers réclament de meilleurs salaires et déplorent également les pénuries de médicaments dans leurs établissements. Cette grève constitue un test de la volonté de réforme du nouveau président Emmerson Mnangagwa qui a pris les rênes du pays au mois de novembre dernier. Reportage. Les services d'urgence des principaux hôpitaux publics du Zimbabwe ont refusé mercredi d'accueillir la plupart des patients à cause d'une grève des médecins qui exige une amélioration de leurs conditions de travail. L'Association des médecins des hôpitaux du Zimbabwe, le syndicat des médecins qui mène ce mouvement, réclament de meilleurs salaires et déplorent les pénuries de médicaments dans leurs centres de santé. Elles menacent de ne pas reprendre le travail tant que tous les problèmes soulevés ne seront pas réglés. Presque tous les hôpitaux centraux, des services pour enfants, des hôpitaux provinciaux et des services d'urgence ont été paralysés à travers tout le pays en raison de la grève. Le mouvement de débrayage a débuté il y a 2 semaines par un arrêt de travail des jeunes pratiquants de la profession. Ils ont été rejoints mercredi par leurs aînés qui défendent les mêmes causes. Cette grève constitue un test de la volonté de réforme du nouveau président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa qui a pris les rênes du pays au mois de novembre dernier. En République centrafricaine, les autorités ont procédé à l'inauguration d'un important pont à Bangui, dénommé Sapeke. Cette infrastructure, qui a subi une totale rénovation, relie le centre commercial, plusieurs quartiers populaires et les zones périphériques du sud de la capitale. Reportage Marie-Hubert Djamadi, notre correspondant sur place. Le pont Sapeke sert de trait d'union entre le centre commercial, plusieurs quartiers populaires et les zones périphériques du sud de la capitale centrafricaine. Attaqué par l'érosion et le manque d'entretien, il avait été fermé à la circulation pendant 4 années.
est celle de la mise en exploitation du pont Sapégué. Elle marque aussi une étape importante dans la mise en œuvre du programme d'amélioration de la mobilité urbaine dans la ville de Bangui, inscrit dans la profession de foi du président de la République, qui se traduit par les actions du gouvernement. C'est le président de la République, Faustin Archange Touadéra, qui a inauguré le pont entièrement réhabilité par des ingénieurs chinois dans le cadre de la coopération sino-centrafricaine. La réouverture de cet important ouvrage d'art met du baume au cœur des résidents des communes environnantes de Bangui qui éprouvaient de grandes difficultés pour se rendre au centre-ville. Au niveau de la ville de Bangui, le pont Sapégué relie le 2e et le 6e arrondissement. Et au niveau de l'État, c'est un pont qui relie une fois de plus la République centrafricaine et la Chine. Après la réhabilitation du building administratif en début d'année, la réouverture du pont Sapégué à la circulation marque une nouvelle étape dans l'amélioration des conditions de vie des populations des quartiers populaires. Procès de 30 djihadistes présumés devant un tribunal de Dakar au Sénégal. Le jugement a encore été renvoyé mercredi au 9 avril à la demande du parquet. Les intéressés sont poursuivis pour actes de terrorisme et financement du terrorisme. Compte rendu. Il s'agit d'un procès inédit au Sénégal, notamment à cause du nombre de prévenus dans une affaire de ce type. Parmi les présumés djihadistes, un célèbre imam, Alioune Ndao, originaire de Kaolack. Selon un de ses avocats, l'imam est poursuivi pour avoir été le maître coranique d'un prévenu ayant été au Niger, l'un des pays où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. Ce prévenu est accusé d'avoir mis en relation certains de ses coprévenus avec des djihadistes étrangers. Les prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, blanchiment de capitaux en bande organisée, actes de terrorisme ou encore financement du terrorisme. Le président de la chambre criminelle spéciale du tribunal de grande instance de Dakar a déclaré que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le tribunal ordonne le renvoi au 9 avril. C'est la troisième fois que cette affaire est renvoyée après 2 premiers renvois le 27 décembre à l'ouverture du procès et le 14 mars. Il a été demandé par le parquet qui a voulu ajouter à la liste des 28 prévenus appelés mercredi à la barre 2 autres omis dans l'ordonnance de renvoi. La salle était remplie des parents et partisans des prévenus qui ont lancé Allahu Akbar, qui veut dire Dieu est le plus grand en arabe, à leur arrivée sous haute surveillance des gendarmes. Au Bénin, un tribunal de Cotonou a condamné mardi dernier à des peines allant jusqu'à 4 ans de prison ferme de certains responsables du secteur informel de la pharmacie. Des peines qui marquent une nouvelle étape dans la guerre menée par le gouvernement béninois contre les faux médicaments dans ce pays. Quelques jours après cette confirmation judiciaire, les Béninois apprécient. On écoute. Nous, pharmaciens du Bénin, réunis à Cotonou en Assemblée générale, sommes surpris du verdict. À l'audience du mardi 6 mars, il n'a jamais été démontré que les médicaments incriminés, qui par ailleurs disposent d'une autorisation de mise sur le marché, ont été falsifiés. La preuve en est qu'à la date d'aujourd'hui, les produits n'ont pas été rappelés des pharmacies et formations sanitaires et les autorisations de mise sur le marché n'ont pas été suspendues. Ce manquement aux procédures d'importation des produits de santé aurait pu être relevé par les services d'inspection de la direction de la pharmacie et sanctionné par la Chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens. C'est une première. La justice béninoise vient de sanctionner le dossier sur les faux médicaments. Le Bénin vient de donner l'exemple. Parce que dans tous les pays africains, il y a cette situation-là. C'est une décision quand même qui éduque tous les acteurs du secteur. C'est une décision qui donne la leçon à l'Afrique, la leçon au monde entier sur la question des faux médicaments qui sont vendus dans tous les pays africains, aux abords des rues, dans les boutiques, sous les arbres, ce qui ne se fait pas
ce qui ne devait pas se faire. Se féliciter que cette procédure a vite abouti à des sanctions. Et cela démontre certainement l'engagement des autorités béninoises et de la justice en particulier de lutter véritablement contre les faux médicaments. Une lutte engagée depuis plusieurs années au Bénin, mais dont on n'a pas franchement vu les résultats. Il a fallu attendre 2018 pour voir du concret. Donc, au Nigeria, des éleveurs sont soupçonnés d'être à l'origine de la mort de 25 villageois dans le centre du pays. Ceci constitue un nouvel épisode du conflit foncier les opposant à des cultivateurs locaux. Reportage. Le massacre s'est produit lundi dans la zone de Bassa, dans l'état du Plateau, au Nigeria, quelques jours après la mort de 5 personnes dans des circonstances similaires dans la même région. Des gens rentraient du village de Dundun vers le village de Zirechi quand ils ont été attaqués par des hommes armés qui seraient des éleveurs Peul, a déclaré Ondie Adie, commissaire de l'État. Je peux confirmer que 25 villageois ont été tués et 2 blessés. Des maisons ont aussi été brûlées par les agresseurs, a-t-il expliqué. La police n'a procédé à aucune arrestation, les assaillants ayant pu fuir avant son arrivée dans cette zone montagneuse. Le responsable policier a appelé au calme dans un conflit qui n'est pas nouveau et qui oppose des populations locales à des éleveurs Peul. Nous tentons de trouver une solution au problème, a-t-il ajouté. Le gouverneur du Plateau, Simon Lalong, a mis en cause des voyous qui profitent de conflits entre citoyens pour commettre des crimes et détruire des biens au nom d'une crise à caractère ethnique. Pour rappel, le Nigeria est pris depuis le début de l'année dans une nouvelle spirale d'affrontement du conflit ancien entre éleveurs nomades, le plus souvent des Peuls musulmans, et agriculteurs locaux, en majorité chrétiens, pour les droits de pâturage et les accès à la terre et à l'eau. L'État du Plateau se situe dans la région du centre séparant le sud majoritairement chrétien, du nord à prédominance musulmane. On parle toujours conflit intercommunautaire. Au moins 25 personnes ont péri dans des violences entre communautés Peul et Dogon dans le centre du Mali au cours de la semaine écoulée. C'est ce qu'a indiqué mardi un responsable de la principale association Peul de ce pays. Plus de précisions à travers cet élément. Les violences se multiplient depuis 2 années dans le centre du Mali entre Peul, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. Au cours des 8 derniers jours, 25 Peuls ont été tués par des chasseurs Dogon qui ont des armes qu'on ne retrouve que dans le stock de l'armée régulière, a déclaré Abdoulaziz Diallo, président de l'association Tabital Poulakou, qui regroupe les communautés Peul du Mali. Aucun bilan officiel n'a été fourni par les autorités de Bamako, mais selon un élu du centre du Mali, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ces affrontements ont fait des dizaines de morts de part et d'autre. Les conflits sont vraiment meurtriers dans les cercles de Koro et de Bankas dans le centre. Les Dozo, chasseurs traditionnels, ont des armes de guerre. C'est la chasse à l'homme contre les Peuls, a déclaré cette source, disant craindre un début de guerre intercommunautaire. Le gouvernement malien et le gouverneur de la région ont pourtant formellement démenti avoir fourni des armes aux groupes en conflit. Mais la situation est très complexe et elle peut prendre une tournure communautaire, a reconnu mardi le ministre de la Sécurité, le général Salif Traoré. Quand les forces de sécurité maliennes se rendent sur le terrain, les gens armés cachent leurs armes. Et quand les forces repartent, les gens ressortent leurs armes, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. En 2017, des violences similaires avaient fait au moins une 60aine de morts. Ces conflits, souvent liés à l'eau ou aux fonciers, sont attisés par l'apparition dans le centre du Mali en 2015 du groupe armé du prédicateur djihadiste Peul, Amadou Koufa, avec lequel les Peuls sont souvent soupçonnés de collusion. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée à chacun et à tous en notre compagnie.